Bienvenue à tous sur ce webinaire. L'objectif, c'est de faire donc ce rendez-vous mensuel, donc tous les premiers jeudis du mois, présenter les actualités produits, faire des démonstrations, vous donner quelques conseils sur les bonnes pratiques. Donc, on va on peut pas activer les micros parce qu'on a quand même beaucoup de monde sur ce webinaire. Donc, les questions, il faudra les poser via le chat. Il y a un espace pour poser vos questions, donc n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre en live et puis on se garde de toute façon quelques minutes sur la fin pour répondre à des questions qu'on n'aurait pas pu répondre en live. Donc on va préférer en fait les démos, les courtes présentations pour pouvoir traiter 2, 3, 4 sujets dans la session. Ces sessions, elles sont animées par toute l'équipe avant-vente France. Donc, je vous laisse voir vos interlocuteurs dans chacune des régions avec Philippe qui manage toute l'équipe. Aujourd'hui, on va avoir dans notre programme qui reprend en fait à chaque fois, on va reprendre certaines de nos solutions. On ne pourra pas toutes les présenter parce qu'on commence à voir pas mal de choses au catalogue avec des solutions, des services. Pour un petit rappel, si je devais les présenter en quelques mots, la première partie Predict, on peut considérer que c'est de l'audit. Alors FCQ Radar, de l'audit matériel, hein, tout ce qui a une IP va pouvoir être audité pour connaître ses vulnérabilités. FicheD, on va faire aussi de l'audit, mais de l'audit utilisateur, voir comment réagissent les utilisateurs face à des campagnes de phishing. Là, on est sur un service sur mesure, donc avec de la création de malware. On a vraiment une équipe dédiée à ça qui est capable de vous accompagner. On n'est pas en mode produit, vous pouvez pas acquérir ce produit-là, donc c'est vraiment un accompagnement complet. La partie prevent, c'est de la protection. Et aujourd'hui, la protection, elle évolue. C'est-à-dire qu'on connaît depuis, et c'est le métier historique d'F-Secure, la partie protection endpoint. Mais on a de plus en plus d'usage du cloud. Et ce sont des environnements qu'il faut protéger avec un autre paradigme, je dirais. On n'a pas les mêmes contraintes dans un environnement cloud. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exécuter directement comme on peut le faire sur une machine. Donc, il va falloir exécuter des malwares, mais différemment. Donc, on a des technologies qui sont différentes. On a aussi un autre contexte, c'est que sur un poste, on a des ressources limitées et un temps très court pour analyser. Et dans le cloud, c'est totalement différent. On a notre back-end, on a les ressources que l'on veut, on a un peu plus de temps, ça se joue à quelques secondes, mais c'est toujours ça de prix pour l'analyse. Et puis la partie detection and response, où on va proposer en fait soit une solution RDR, soit un service, et on verra justement dans la présentation d'aujourd'hui qu'on arrive à trouver aussi un mode hybride pour vous accompagner dans l'acquisition de ce genre de produits et des compétences associées. Donc le programme du jour, Cloud Protection, pour Office 365. Donc, on va regarder deux choses, la gestion des mailbox, donc comment je fais pour sélectionner les boîtes au 365 que je souhaite protéger, et la compromission des identités. Donc ça sera présenté par Nico. Deuxième partie, on va garder une petite partie sur le endpoint protection parce qu'il y a beaucoup de petites évolutions. Et puis finalement, c'est une des solutions où on a un parc client très important, hein, c'est le métier historique. Donc forcément, il y a plein de petites nouveautés, il y a des évolutions tous les 15 jours et on va vous présenter quelques fonctionnalités ou quelques astuces pour mieux gérer vos endpoints. Et puis, on n'a pas eu le temps de le faire le mois dernier. On avait fait une très très brève introduction. Là, on va laisser Julien présenter notre EDR. Alors, un EDR, bon nombre d'entre vous savent déjà ce que c'est, mais il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. L'objectif, là, ça va être de vous présenter ce que c'est qu'un EDR, la vision d'F-Secure sur l'EDR, et également comment on se démarque aussi de nos concurrents avec une simplicité, avec une mise en contexte très importante pour pas avoir une console très complexe à gérer, mais vous accompagner au plus possible. Hop, je vais bientôt laisser la main à Nico pour Cloud Protection for Office 365. Je voulais juste vous donner un petit chiffre
alors qui date maintenant, hein, ça a presque un an, mais on voit l'évolution des usages du cloud, notamment là c'est sur Microsoft Teams, le temps passé par les utilisateurs dans des réunions de Teams. Donc on passe de 900 millions de minutes par jour à 2,7 milliards en l'espace de 15 jours, et les usages de ces solutions ont explosé. Donc, qui dit usage qui explose, on a souvent des attaquants qui essaient de trouver des choses à faire sur ces environnements, des contournements, en tout cas d'exploiter certaines failles. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie Exchange, sur la partie mail, et je laisse la main à Nico là-dessus. Donc normalement, Nico, je dois pouvoir te donner la main ou tu peux la prendre directement. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ok, donc je vais partager mon écran. Et définitivement, les webcams ne marchent pas aujourd'hui. Donc désolé pour ça. Ok, on me Et dit c'est bon, on quand. voit ton écran. Ok, très bien. Donc avant de vous faire une petite présentation en live, je vais vous afficher un petit PowerPoint, histoire de remettre un petit peu la situation dans son contexte. Hop. Voilà, très bien. Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur deux fonctionnalités. Mais avant, je vais vous montrer deux, trois petits slides, juste pour remettre l'état dans le contexte. Ici, l'email a été et reste encore le vecteur d'attaque numéro un. On s'aperçoit qu'on a quand même 94% des logiciels malveillants qui sont diffusés par mail. Donc, pour une bonne protection, on va vous présenter deux features. La première, l'email compromission, va vous permettre de savoir si vous êtes botché au niveau de vos mails professionnels. Et la deuxième partie, Mailbox Management, c'est une fonctionnalité qui vient d'arriver, qui a été livrée mardi dernier sur l'aspect CPO, donc Cloud Protection pour Office 365, va nous permettre d'avoir une sélection des boîtes à protéger. Donc, comme je vous disais, l'email, c'est le principal vecteur d'attaque ce jour. Et si on regarde les statistiques de sources de Verizon Data Breach, on a l'email attachement qui est un très grand vecteur d'infection. 94% restent en email. Et parmi les infections qu'on peut recevoir dans ces mails-là en pièce jointe attachées, 45% proviennent de documents Office. Donc, comme je vous dis, pourquoi il est bon d'avoir une détection des comptes piratés? Juste parce qu'un pirate, s'il récupère vos identifiants, donc, ou celles de vos utilisateurs, typiquement le nom de l'utilisateur, l'adresse mail et le mot de passe, il aura une grande facilité à rentrer dans votre organisation. Et à ce moment-là, il pourra lancer des campagnes de phishing, des attaques de ransomware ou récupérer et faire de l'usurpation d'identité. Et c'est très difficile de détecter ce type d'attaque puisqu'ils utilisent un compte d'entreprise légitime. Donc, comment ça fonctionne? F-Secure Cloud Protection pour Office 365, ce qu'on appelle grossièrement CPO dans le jargon F-Secure. On va tout simplement rattacher le tenant Azure Microsoft à notre solution CPO 365. Et dès lors qu'on va la rattacher, la connecter, on va automatiquement protéger Office 365, la gestion des mails, des calendriers, mais on va surtout vérifier si les comptes de l'AD ne sont pas breachés, si on ne les a pas trouvés sur des bases, sur le web ou le dark web. Et on vous fournira des informations de type de gravité. Alors, F-Secure, on est toujours dans la philosophie user-friendly, on va vous donner uniquement les informations essentielles. On ne va jamais vous noyer dans des informations trop compliquées. C'est vraiment très simple à utiliser. En termes d'informations, on vous fournira le compte mail, les informations si toutefois le compte piraté, on peut le trouver facilement sur le web ou le dark web, mais aussi la date du vol de ces informations, le type de mot de passe qui a été volé, tout simplement s'il était chiffré ou s'il en texte au bout, et l'heure de la dernière modification de mot de passe, de façon à savoir si au moins celui de votre compte d'entreprise a été modifié par rapport à la date de violation de ce compte.
Donc, pourquoi Microsoft Office 365 ne suffit pas en termes de protection? Tout simplement parce qu'il a, comme a dit Lionel en introduction, on a de plus en plus d'utilisation de ce type de solution de chez Microsoft. Aujourd'hui, on a plus de 258 millions de boîtes aux lettres d'entreprises hébergées chez Office 365. Les méthodes des attaquants sont spécialement testées sur cet environnement-là. Si je fais un parallèle par rapport à la protection de poste de travail, endpoint protection, si je me mets dans la peau d'un pirate, la création de mes outils de piratage vont d'abord être testés sur Windows Defender. Là, si on reprend cet environnement-là, si je fais des kits de piratage, je vais les tester d'abord sur l'environnement Office 365. Et on a détecté des campagnes de phishing lancées depuis les outils Office 365 contre des sociétés de toute taille. Okay, tout ça, vous avez les sources qui sont ici, vous pourrez très bien les retrouver, notamment sur Office 365 IT Pro. Je vais vous présenter directement la console. Vous m'arrêtez. Si vous avez des questions, Lionel, je te laisse les lire dans le chat et on y répondra en live. Si toutefois on n'a pas la réponse, on vous enverra les informations par mail ou on vous rappellera. Ouais, alors juste parce que euh, pour préciser, parce qu'il il y a des questions dans le chat. Bon, pour le son, on est désolé, mais je pense il y a un problème, ouais, de bande passante ou autre. Donc, je pense que ça sera peut-être meilleur on va essayer de corriger sur les prochains Est-ce que interlocuteurs, là, mais c'est mieux? là, Le son, c'est mieux? peut-être que c'est mieux. Ok. Moi, là, ouais, ça sature moins en tout cas. Et après, ouais, D'accord. pour ceux qui n'ont pas d'Office 365, qui n'ont pas ces solutions en cloud, vous en faites pas. Il y a d'autres sujets dans le webinaire. Donc, Nico, il va en avoir pour 5 minutes, 5-10 minutes, et puis on va avoir d'autres sessions derrière. Donc, vous en faites pas, Ah, ce sera donc, pas l'exclusivité sur cette solution. d'accord. Lionel me demande d'accélérer la présentation. Non, pas du tout, absolument pas. Allez, c'est parti. J'y vais. Donc, ici, vous voyez directement, vous voyez toujours mon écran, on est bon. Ici, vous voyez Ouais, directement la solution CPO, donc Cloud Protection pour Office 365. Directement, je vous ai laissé la page pour une vue partenaire, prestataire, de façon à avoir l'affichage en fonction de des différentes sociétés clientes. D'accord? Donc, on a la possibilité d'avoir un dashboard global. Maintenant, si on part sur la partie Cloud Service, je vais me focaliser sur ma société. À partir de là, dans la partie Exchange Online, donc sur les deux fonctionnalités qu'on va vous présenter, je vais commencer sur la partie Management des boîtes aux lettres. Ici, nouvelle fonctionnalité qui est arrivée mardi, on a la possibilité de sélectionner comment je souhaite protéger mes boîtes aux lettres. Soit sur l'intégralité, je protège toutes les boîtes aux lettres de la société, soit en personnalisation. Personnalisation va me permettre tout simplement de sélectionner les boîtes que je veux protéger. Donc, je peux très bien, là j'en ai que deux, mais je peux très bien celle-ci l'activer. Et je peux faire en sorte de sélectionner seulement celle-ci, de ne pas activer celle-là, mais de protéger toutes les nouvelles boîtes aux lettres qui vont apparaître à l'avenir. D'accord? Donc, c'est tout simple, c'est pas grand-chose, mais ça permet d'avoir un filtrage sur la sélection des boîtes aux lettres. Si toutefois, je ne veux pas sélectionner tout ce qui est groupe de distribution, mais seulement certaines boîtes aux lettres utilisateurs, et avoir un rendement, une vitesse de croisière sur toutes les autres boîtes aux lettres qui vont être créées, les protéger au fil de l'eau. Donc, tout simplement, c'est très simple. Maintenant, si on se place sur la partie policy, la politique de sécurité, je vais ouvrir celle-ci. Ici, plus intéressant, on va voir tout ce qui est compte compromis. Toujours dans le paramétrage, on va avoir la possibilité de l'activer ou de le désactiver, mais aussi d'avoir une notification côté administrateur ou et utilisateur, avec une personnalisation du texte en fonction de l'alerte détectée et du niveau de sévérité, critique, high, medium et low. Okay? Maintenant, on va faire un focus sur cette partie-là. Si je me place sur les comptes compromis, je vais me rendre compte que j'ai un compte utilisateur d'une boîte aux lettres qui a eu deux détections, donc deux brèches. Je vais cliquer et là, on va voir les détails de ces deux brèches. Tout simplement, on va en prendre une, on va rentrer dans le détail. On va vous donner un niveau de sévérité, les détails du compte, l'utilisateur affecté, la date de détection de la brèche, donc le 9 septembre 2020, sur mon environnement Office 365, et la date de publication en termes publics
de cette brèche-là détectée. Okay. On voit qu'on a eu une notification utilisateur, c'est un compte de domaine. Maintenant, sur les détails, on va pouvoir avoir ce titre, mais surtout l'aspect privat ou public qui va me permettre d'identifier tout simplement que cette détection a été remontée depuis le dark web. Privat, ça va être dark web, public, ça va être le web. Et au niveau du password, ça sera un texte en accès plein texte, donc non chiffré. Yeah. Et que la dernière modification du mot de passe du compte, vous avez bien compris qu'on a une relation avec l'AD, donc l'Azure, on est en mesure de savoir si l'utilisateur a changé ce mot de passe récemment. On peut soupirer rapidement, puisque là, on s'aperçoit que le mot de passe a été changé après la date de la brèche. Okay. Et en termes de description, on s'aperçoit que ce compte qui a été récupéré fait partie des 500 000 comptes récupérés sur le dark web sur la faille de sécurité médicale. Vous avez dû entendre parler il n'y a pas longtemps dans les revues spécialisées. Maintenant, si on revient ici sur l'autre, dis-moi. Ouais, enfin vas-y, va sur l'autre. Sur l'autre. Si on se met sur celle-ci, on va avoir un niveau critique, toujours l'utilisateur, la date de la brèche. On a notifié l'utilisateur, c'est toujours un compte de domaine. Et là, on l'a trouvé en mode public, directement dans le web, et toujours en plain text, avec la date de changement du mot de passe. Donc, vous avez vu, les deux fonctionnalités sont très simples à utiliser et on vous apporte beaucoup d'informations et des informations essentielles qui vont vous permettre de vous protéger, notamment dans votre organisation. Juste pour peut-être repréciser la partie sévérité. Donc dans le cas où on est sur du médium, c'est que le mot de passe, enfin dans cet exemple-là, le mot de passe a été changé après la publication de la brèche. Si jamais le mot de passe a été changé avant la brèche, dans ces cas-là, ça devient critique vu qu'on a un compte de domaine qui a été potentiellement volé. En fait, on a 4 niveaux. On a faible, moyen, élevé, critique. L'aspect mot de passe, on va le retrouver sur moyen et élevé, en fonction de la date de modification. Dès lors qu'on passe sur du mode critique, on va encore plus loin en fait. On est en mesure de vous indiquer si vous avez des postes compromis par l'utilisation d'un keylogger. C'est-à-dire si on a récupéré les informations crédentielles de l'utilisateur via un keylogger qui aurait été utilisé sur un poste sur lequel l'utilisateur se serait connecté avec ce compte-là. Ok, ça marche. Okay. Est-ce que tu as fini sur cette partie? Bien sûr. Ouais. Donc juste pour repositionner cette solution, donc on est sur donc Cloud Protection, donc protection des environnements Office 365. À ce jour, on protège la partie, donc vous avez vu, Exchange online, donc ça veut dire les mails, les tâches, les événements de calendrier. On a vu des attaques qui, dans cette période de Covid, permettaient, les attaquants envoyaient une invitation avec des liens malicieux, avec des pièces jointes dans l'invitation. Et c'est des choses qui sont pas forcément filtrées par les systèmes classiques. Donc nous, on a fait un focus sur cette première partie, parce que c'était vraiment l'usage le plus important. Et viendra dans les semaines, mois à venir, une protection complète de la solution, c'est-à-dire la couverture de SharePoint, de OneDrive, etc. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Exactement. Peut-être préciser aussi, Lionel et Nico, que l'interface qu'on voit là, qui est en anglais, elle est bien sûr francisable, hein, c'est-à-dire qu'on peut basculer les interfaces des produits F-Secure dans la langue locale de l'utilisateur. Tout à fait. Là, voilà, elle est presque en français. Donc ici, on a un dashboard aussi. Là, je suis en mode sur ma société, mais j'aurais très bien pu avoir, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur la vue globale type partenaire. Et directement, on accède depuis le dashboard aux alertes les plus critiques, et notamment les comptes compromis. On prend l'aspect service. Voilà. C'est bon pour vous? Merci, Nico.
Merci. Alors, ben, on va juste basculer sur la partie EPP avec Florian, où on va présenter trois éléments. Enfin, il va présenter trois éléments. Security Events, donc c'est un des onglets qui est apparu il y a quelques mois maintenant sur la solution PSB, donc votre solution SaaS. En bas à gauche, qui remonte tous les événements de sécurité. Il va vous montrer quelques petites fonctions qui peuvent être assez utiles. Une nouvelle gestion des comptes. Alors, on sait qu'il y a il y a certains usages dans des organisations qui consistent à utiliser un pôle utilisateur, donc un service vraiment dédié à la gestion des PC, et un service plus infrastructure qui va s'occuper de la partie réseau, la partie serveur. Donc, on va avoir aujourd'hui la possibilité d'avoir des rôles selon le type d'équipement géré. Et puis, la désactivation temporaire à des fins de diagnostic, quand vous avez un doute, un dysfonctionnement sur un poste, que vous voulez désactiver temporairement notre solution, ben, on va être capable de faire ça. Et Flo, c'est à toi. Tu vas pouvoir nous montrer ces quelques features. Merci Lionel, bonjour à tout le monde. Alors, je vais récupérer la partie présentation et puis je vais vous partager également mon écran. Ok. Donc pour ma part, ça va être très rapide, hein. On va parler vraiment de la partie donc, PSB. J'ai trois fonctionnalités à vous montrer. Donc, c'est trois nouvelles fonctionnalités qui sont apparues sur le portail. Tout d'abord, la partie gestion des comptes qui est un petit peu différente. Donc, on peut le voir indirectement lors de la création d'un compte ou lors de la modification. Là, je vais modifier un compte et on va voir que je peux modifier l'administrateur et rajouter des droits de lecture seuls, uniquement pour la partie serveur ou uniquement pour la partie ordinateur. Donc, ça va me limiter l'accès sur ces deux niveaux. Donc, il suffit de cocher les deux ou un seul, on l'enregistre et ce sera appliqué directement sur le compte. Donc là, c'est pas le compte que j'utilise, donc on voit pas ma limitation, mais le compte, si jamais je me connecte dessus, donc on verra vraiment cette limitation qui sera très simple d'action. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, on avait parlé, je reprends mes notes, on a parlé de la partie exclusion depuis les éléments de sécurité. Alors, dans les éléments de sécurité, donc pour rappel, ici, on retrouve toutes les actions de l'antivirus et dont toutes les exécutions qui sont détectées de manière malveillante par l'antivirus vont être référencées ici. On va savoir chaque fois quel est le moteur qui pose problème, qui a détecté la menace. Si jamais on est sur une détection d'un faux positif, on peut directement, à partir de maintenant, cliquer ici et faire de l'exclusion. C'est-à-dire que depuis ces deux chemins, je peux exclure soit le chemin complet, qui est toujours une notion recommandée, hein, éviter de mettre des dossiers dans les exclusions, ou alors directement la signature de fichier. Par exemple, ici, si je prends cette alerte-là, donc c'est l'analyse de fichier qui a bloqué ce fichier-là dans ce profil, SF Industrie. Si maintenant je l'exclus par chemin, il va directement me déplacer dans le bon profil, donc dans le profil SF Industrie, et va m'enregistrer mon exclusion directement ici. Là, j'ai juste à faire enregistrer, publier, et mon exclusion est terminée. Pareil, si je fais avec le SHA-1, on va refaire la même manip. Hop, avec le SHA-1, on arrive sur le même niveau. Exclusion, et on a directement la signature. Donc là, c'est extrêmement simple aujourd'hui pour faire de l'exclusion, et ça vous empêchera également de faire des bêtises ou des erreurs pour pas être trop large en termes d'exclusion si jamais on est sur un faux positif. Donc là, c'était la deuxième fonctionnalité. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, je regarderai. Troisième fonctionnalité qui va se passer cette fois-ci sur l'agent local. J'ai fait tourner une petite VM, je vais la mettre en grand. Donc sur l'interface locale, maintenant, on peut désactiver de manière temporaire la partie F-Secure. Donc vous allez dans l'onglet F-Secure. On peut désactiver donc toutes les fonctions de sécurité, c'est ce qui était déjà présent avant. Sauf que maintenant, on va proposer donc un minuteur sur différents types d'horaires. Hein. 15 minutes, je désactive et automatiquement, l'antivirus sera désactivé. Donc l'antivirus, c'est toutes les fonctions de sécurité de l'antivirus. Si je reviens dessus,
je vois bien mon petit message, donc que c'est bien désactivé. Et bien sûr, si jamais vous souhaitez réactiver avant le minuteur, hein, vous pouvez revenir dessus et activer. Donc ça, Voilà, tout ça. on avait pour habitude de vous inciter à créer un profil de sécurité standard pour un utilisateur avec tout de verrouillé, tous les paramètres de verrouillé. Et quand vous aviez une opération à faire ou un doute sur est-ce que c'est l'antivirus qui me bloque mon programme, est-ce qu'il me ralentit la machine, d'utiliser un profil de support pour l'activer temporairement en permettant les modifications depuis l'interface locale. Donc ça, ben voilà, vous avez toujours la possibilité de fonctionner sur ce modèle-là, mais vous avez aussi la possibilité donc d'utiliser cette nouvelle fonction pour éviter de changer de profil, quoi. Ça peut être utile si vous le souhaitez. Merci Flo. Ben on va passer la main sur la partie RDR à Julien. Donc pour juste petit rappel, donc la partie EPP, donc Endpoint Platform Protection, Endpoint Protection Platform, je vais y arriver. Donc là, on est vraiment sur un outil qui va permettre de bloquer le contenu malveillant et Julien va nous faire des explications claires entre le rôle de l'EPP, le rôle de l'EDR, à quoi ça sert. Et c'est parti pour toi. Est-ce que tu confirmes que vous voyez mon écran, Lionel? Ouais, et on Et te voit même. j'ai triché un peu, j'ai mis ma caméra comme ça, Et pour est-ce rendre que la tu chose un peux peu plus agrandir un attractive. peu la surface de la caméra, histoire qu'on voit mieux ton écran? On peut tout faire pour l'instant, mais de toute façon, voilà, c'était juste pour me Parfait. présenter, dire bonjour, et on va passer sur les slides. Je remettrai la caméra, on va dire s'il y a une partie, on va dire explication qui ne sera pas basée sur des slides. L'idée aujourd'hui, c'est déjà d'introduire c'est quoi un EDR? C'est-à-dire, un EDR, pourquoi on est passé d'une optique à se dire bah, j'ai un antivirus sur mon poste, maintenant j'ai eu des antivirus next-gen, on m'a parlé de PP next-gen, maintenant on parle d'EDR. Quelle est cette nouvelle approche? Quel est son rôle? Et déjà le premier constat, c'est potentiellement, si on parle d'EDR aujourd'hui, c'est peut-être qu'on a touché du doigt certaines limites d'un EPP, donc de la protection du endpoint. Si je vous montre cet écran-là et que je me mets mon pointeur, si je parle par exemple aujourd'hui de Remote Desktop Connection, qui est accès distance, ConnectWise ou LogMeIn, qui sont des outils de gestion, on va dire, des gestions de parc pour prise de main, Outlook que tout le monde connaît, PowerShell, langage de script qui est de base sur tous les PC en Windows 7, Windows 10, Chrome OS, OneDrive, là j'ai mis Mega aussi qui est une plateforme de partage, VirtualBox qui est un hyperviseur local qui appartient à Oracle maintenant, et Windows XP, tout ça en fait, est-ce que c'est du code malicieux ou du code légitime? Globalement, tout ça, aujourd'hui, ça vient d'éditeurs qui ont pignon sur rue ou des sites qui ont pignon sur rue. On ne peut pas considérer que ces éléments-là, individuellement, sont des éléments qui sont, on va dire, pour être considérés comme des armes ou des outils malveillants. Donc ça, c'est un premier constat, c'est de se dire, là, ce que je vous ai montré ici, et j'aurais pu en montrer d'autres, ce ne sont pas des outils malveillants. Mais, globalement, si je vais faire le focus aujourd'hui sur un ransomware qui s'appelle Ragnar Locker, en fait, on va s'apercevoir que dans une attaque de type Ragnar Locker, le Ragnar Locker va utiliser individuellement ces outils-là. Donc, va utiliser ConnectWise, potentiellement PowerShell, Chrome, VirtualBox pour lancer une attaque. D'accord. Donc, j'ai choisi Ragnar Locker aujourd'hui pour différentes raisons. Déjà parce que concrètement, on va voir que Ragnar Locker a communiqué sur le marché de l'EDR, ce qui est une espèce de paradoxe. Ragnar Locker a introduit en fin 2019 une technique d'évasion à l'antivirus, à l'EPP, qui était basée sur l'exécution d'une VirtualBox. Donc c'est un sujet qui est intéressant. Et globalement, Ragnar Locker, dans leur technique d'approche, utilise la compromission de compte qui a été introduite tout à l'heure par Nicolas. Donc, en tout cas, je vous dis, Ragnar Locker utilise l'intégralité de ces codes, on va dire, de ces outils pour lancer une attaque. Donc,
Et je sais pas, j'ai peut-être raté un morceau, je n'étais pas attentif. Ragnar Locker, tu peux peut-être préciser ce qu'il fait. Bah, tu l'expliques là, donc c'est bon. Voilà, Ragnar Locker, en fait, c'est un ransomware, donc c'est un groupe, on va dire, malveillant qui a un outil. Et ils ont été, on va dire, les précurseurs sur une technique d'évasion. Et cette technique d'évasion, elle est basée sur le fait qu'on va exécuter une VM en local sur la machine de l'utilisateur et toute l'attaque va partir de cette VM. D'accord. Donc si vous avez entendu parler de Ryuk, de Maz, de Klopp, de Rivoil, des gens comme ça, Ragnar Locker, c'est une autre équipe pour faire simple. D'accord. Donc c'est juste que j'ai choisi cette équipe-là parce qu'elle me permet plus facilement de vulgariser l'approche et on verra aussi que d'autres, on va dire associations de hackers ont utilisé les techniques de Ragnar Locker aujourd'hui. C'est-à-dire que concrètement, cette technique d'évasion qui est apparue fin 2019, elle est aussi maintenant utilisée par d'autres groupes malveillants. Je vais refaire un focus après tout à l'heure là-dessus. EDR, la vie de Ragnar Locker. Ce qui est assez rigolo, donc Ragnar Locker ont attaqué par exemple CMA, CGM, ils ont attaqué Carlson Wagon-Lee, Capcom qui est un éditeur de logiciels, de jeux, et l'éditeur par exemple qui édite le jeu Cyberpunk par exemple. Donc, ils attaquent concrètement, ils ont rançonné Carlson Wagon-Lee à hauteur de 4,5 millions de dollars. Et avec un espèce de cynisme à la fin de la négociation pour payer la rançon, ils ont laissé le chat de négociation ouvert sur Internet et en expliquant, en faisant, on va dire, du consulting à pas cher, et en expliquant que concrètement, Carlson Wagon-Lee, il devrait potentiellement implémenter ce genre de bonnes pratiques. Quand je vous dis que ils sont honnêtes, hein, parce que quand je vous dis que Ragnar Locker utilise la compromission de compte pour attaquer ses victimes, là concrètement le premier pavé tourne sur la gestion des identités, hein, en disant pas de comptes locaux, pas d'administrateurs, enfin des choses comme ça. Donc c'est des vraies préconisations. Et globalement, ils expliquent aussi que globalement l'antivirus, parce qu'ils ont certaines techniques d'évasion, ne pourra pas forcément toujours sauver l'IT, et qu'ils expliquent globalement que l'intérêt, ça serait peut-être potentiellement de mettre en place un EDR. Donc je voulais introduire ça avec Ragnar Locker, parce qu'aujourd'hui, même les groupes de hackers estiment qu'un EDR, ça les embête. Donc concrètement, si je reviens sur ma problématique de code malicieux par rapport à mon antivirus et pourquoi je touche la limite de l'antivirus aujourd'hui, c'est que la question qu'on va poser à mon antivirus, j'ai repris un célèbre dialogue d'un film, on va dire, qui nous a sans doute tous bercé on va dire, nos périodes de Noël. La question qu'on va poser à l'antivirus, c'est est-ce que c'est malicieux ou c'est pas malicieux? Alors, dis-moi antivirus, dis-moi mon EPP. Et l'antivirus va répondre, ça dépend. Sauf que l'admin de son côté, c'est pas la réponse qu'il attend. Si on lui dit ça dépend, on lui demande de répondre par oui ou pas non, par non. Donc ça dépend, ça dépasse. Et surtout, ça dépend, ça nous dépasse. Donc le dilemme, il est là en fait pour l'antivirus aujourd'hui. Donc c'est ne pas être capable de faire le distinguo entre une utilisation, par exemple, de PowerShell qui serait légitime, une utilisation de VirtualBox qui serait légitime, et une utilisation qui serait, elle, malicieuse dans le cadre d'une attaque. Donc pour cela, on a des outils qui s'appellent Endpoint Detection and Response, l'EDR. Donc Endpoint, on retrouve notre endpoint de l'EPP, détection parce qu'on va faire de la détection, et la réponse, on y reviendra. Aujourd'hui, je vais principalement parler détection. Je pense qu'on refera un focus sur la partie exploitation et le quotidien, on va dire, de l'EDR. Donc l'EDR, son principe, c'est quoi? C'est de collecter, d'analyser, de corréler des événements et de la télémétrie. Donc des événements de la télémétrie, c'est de la création de process, de l'évaluation de privilèges, du trafic réseau, des tâches planifiées, des clés de registre, d'authentification, de l'exécution de scripts. En fait, tout ça, en fait, c'est plus ou moins codifié par un organisme qui est aujourd'hui un peu un tiers de confiance dans le monde de la cyber, qui s'appelle le MITRE Attack. En fait, je dis c'est un tiers de confiance parce que, par exemple, si aujourd'hui
vous vous intéressez aux vulnérabilités, quand vous voyez une vulnérabilité sortir, par exemple celle d'Exchange, je mets le projecteur rapidement sur celle qui concerne Exchange hier, donc à chaque fois qu'il y a une vulnérabilité qui sort, on lui identifie une CVE. Donc, la CVE, c'est souvent CVE 2021 avec un numéro. En fait, le Mitre Attack, aujourd'hui, c'est le tiers qui gère l'organisation de l'attribution des CVE et l'attribution des CNA. C'est-à-dire les CNA, c'est les centres de recherche, par exemple, F-Secure et labo de recherche. Et donc, nous, on a un identifiant CNA qui nous permet de dire, là, on a découvert une faille et elle va être référencée. Donc, le Mitre, pour faire simple, aujourd'hui, c'est un référentiel pour la cyber. Et quand je parle de TTP, donc je vais revenir ici, les TTP, elles sont codifiées sur le site du Mitre et on va retrouver des choses. Alors, c'est vu comme ça paraît excessivement complexe. Et ça va être tout le rôle après de notre produit de vulgariser cette complexité. Mais on voit par exemple, si je vois un initial access, donc un accès initial à un système, ça peut arriver par un phishing. C'est assez facile. Une persistance, ça peut arriver par la création d'un compte, ça peut arriver par un job planifié. Donc en fait, on va se retrouver ici à avoir une cartographie de 300 et quelques, 330 techniques et tactiques qu'on va mapper et qui vont rendre intelligible ce que va faire mon hacker. Si je prends par exemple le cas de Ragnar Locker, les techniques utilisées par Ragnar Locker, elles vont, on va la retrouver tout de suite. Technique, la T1564 ici. Ragnar Locker utilise VirtualBox avec une machine XP pour lancer l'attaque et lancer son la cryptographie, le ransomware et crypter l'ensemble des fichiers sur la machine. D'accord ? On va c'est pas sur une machine Windows XP, c'est bien une machine. Ça émule une machine Windows XP sur la machine, sur le PC de la victime. Exactement. Pour échapper au regard de l'antivirus, donc ça veut dire que l'antivirus qui va tourner sur votre PC Windows 10, je vais monter une boîte dans la boîte, et cette boîte, ça va être une machine XP. Alors pourquoi ils ont pris une machine XP? C'est simple, VirtualBox, ça va peser à peu près 80 mégas, la machine XP va en peser 200 mégas, donc ça veut dire que c'est assez léger en fait aujourd'hui à cacher sur une machine. Donc c'est entre autres pour ça. Donc on va retrouver en fait là ici le mapping de ce que met en place Ragnar Locker. Donc là, on est sur de la posteriori, c'est-à-dire on sait qu'à posteriori, après analyse de ce que fait Ragnar Locker, ils utilisent ça. Mais ces techniques, avant même ces techniques, la T1564, en gros, que j'essaie de me cacher en me divulguant derrière une VM, potentiellement, elle existait, ce qui est plutôt nouveau avec Ragnar Locker, c'est-à-dire VirtualBox et XP. D'accord ? Donc ça, c'est les TTP. Donc ça veut dire que, si je reviens à ma présentation, mon Ragnar Locker, lui, Julien, on voit pas ta présentation. On est toujours sur la page. J'y reviens, mais allez-y, oui, monsieur. Mais ça veut dire qu'en fait, l'évolution des attaques, il y a une évolution des attaques par rapport à Ragnar. Je dirais. Tout à fait, bien sûr. Mais c'est en fait, pour faire simple, une idée qui est bonne, elle est reprise par les autres groupes de hackers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, typiquement, de mémoire, Maz ont été les premiers à faire de l'exfiltration, on va dire, de masse, c'est-à-dire voler de la donnée de masse. Aujourd'hui, tous les ransomware que je vais qualifier de 2.0 font du vol de données. On le voit encore avec les données de santé que tu faisais, dont tu faisais référence tout à l'heure. Donc, ça veut dire que quand une idée est bonne, elle est obligatoirement adoptée par les groupes. Et en plus, alors c'est pas l'objet aujourd'hui, on sait qu'il y a de la porosité entre ces différents groupes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme il y a des systèmes d'affiliés, ça veut dire qu'en fait, on va parler de plus en plus de ransomware as a service. Donc, il faut imaginer qu'on a un éditeur de logiciels code malveillant et on a des franchisés. Le franchisé, lui, il veut avoir accès aux dernières nouveautés, comme globalement un franchisé de n'importe quelle marque qui se dirait tiens, mon concurrent il a un nouveau produit, moi je l'ai pas. Donc en fait, c'est une course continue. Je veux dire, tu peux être protégé aujourd'hui contre ce type d'attaque, mais demain il peut très bien évoluer en fait. Exactement. C'est pour ça que on verra que tout à l'heure, aujourd'hui on est en 2021. DeepGuard, notre moteur d'analyse comportementale, il sait reconnaître aujourd'hui du Ragnar Locker.
mais le marché entre guillemets des EPP, fin 2019, quand l'attaque était nouvelle, et c'est souvent ce qu'on voit, en fait, quand il y a les communications qu'on voit arriver, souvent c'est dire oui, mais on s'est fait attraper, c'était une nouvelle variante de bazar quelque chose, une nouvelle variante de Trickbot, une nouvelle variante de ça qui était inconnue et de ça. Ben, effectivement, qui dit nouvelle variante, qui dit nouvelle approche, une analyse, on va dire, heuristique comportementale de l'antivirus, ça peut échapper. Par contre, le cheminement, on le verra, le cheminement, lui, du hacker, si je veux faire, hop, je vais vous mettre sur ici, ça va prendre tout son sens si je vous mets le mapping de Ragnar Locker par rapport au TTP. Initial access, donc j'ai besoin de rentrer chez vous. Je vais rentrer chez vous avec un RDP, peut-être avec ConnectWise, peut-être avec Login, peut-être avec une charge que je vais envoyer vers Outlook. J'ai besoin d'exécuter quelque chose. Je vais utiliser PowerShell. J'ai besoin de vous voler de l'information. Je vais peut-être utiliser Chrome OS, OneDrive Mega. C'est pas peut-être dans le cadre de Ragnar Locker. On a les traces, on a les indicateurs de compromission qui nous amènent à penser ça. J'ai du VirtualBox, j'ai du Windows XP qui va s'exécuter individuellement. Lancer PowerShell, c'est pas un risque en tant que tel. Par contre, si je prends toute cette chaîne d'exécution et que je surveille la télémétrie de ma machine, en fait, je vois tout de suite se dessiner l'attaque. Donc, c'est toute la différence entre avoir une vision unitaire du problème et avoir une vision plus globale que va avoir l'EDR avec un système de corrélation. Là, typiquement, dans la partie Initial Access, tu mets Outlook, mais ça aurait pu être un document Word, PDF ou autre qui exécute un PowerShell. Exactement. Et ça peut être, on va dire, n'importe quoi. J'ai pas tout mis, hein. C'est-à-dire que concrètement, dans les Initial Access de Ragnar Locker, il y en a d'autres. Il y a Kessia RMM, mais ils sont assez spécialisés, Ragnar Locker, sur la compromission de compte. Donc, et c'est aussi pour ça que je dis qu'ils sont honnêtes. C'est que quand Carlson Zagorli a payé sa rançon, globalement, on leur a mis le doigt sur le fait qu'ils avaient un problème de gestion de compte. Donc c'est par là qu'ils sont rentrés globalement. Donc l'EDR aussi, ça va permettre d'avoir de la visibilité sur le déroulé de l'attaque. Ça veut dire que je vais couper mon attaque, je vais voir à quel endroit, mais surtout je vais identifier quelle a été ma faiblesse. C'est pourquoi potentiellement j'en suis arrivé ici. Alors pourquoi quelque chose a réussi à rentrer et pourquoi j'en suis arrivé ici. D'accord? Donc ça, il faut se dire que d'un point de vue temporel, ça ne s'est pas passé en un quart de seconde. L'exfiltration de données, ça peut prendre potentiellement du temps. On est typiquement sur une ciblée, en fait. On est sur une attaque ciblée, tout à fait. On peut lâcher le mot, hein, on est sur une attaque ciblée. Je vais avancer parce que là, globalement, je vous ai simplement introduit quel était, on va dire, le contexte. Ouais, que le contexte de l'apparition du produit EDR, on va dire, pour vous expliquer ça. On n'a pas de questions pour l'instant, on n'a pas de questions dans le. Il y a une question, mais après tu choisis si tu veux y répondre maintenant. Vas-y. C'est en gros, je mets un EDR et puis je suis peinard, j'ai même plus besoin de mon EPP. Ah, ça, La question. En fait, je vais mettre ma caméra parce que j'ai pas de slide là-dessus. Donc, mais je vais vous expliquer. Je vais vulgariser un peu la chose. Moi, j'habite une maison aujourd'hui où dans ma maison, il y a une porte, il y a un verrou, il y a des volets. Une maison classique. Hein. Sauf que dans mon quartier, il y a des cambriolages. Donc ça veut dire que comme j'ai pas envie et que j'ai compris globalement que les cambrioleurs, si j'avais un peu plus de sécurité que mon voisin, ils allaient cambrioler mon voisin, j'ai fait installer il n'y a pas longtemps une alarme avec un système de gardiennage. C'est-à-dire que quand l'alarme elle se déclenche, j'ai une société qui vient si je suis pas dans mon domicile. Donc ça, on parle pas du tout d'informatique. Mais quand je pars en vacances, je continue à fermer ma porte. Je continue à fermer mes volets alors que j'ai installé un nouveau système. Il faut bien se rappeler ce qu'est un EPP. Si on regarde un profil, je vais prendre un profil ici, globalement sur le profil de mon EPP, donc j'ai la partie antivirus, j'ai la partie protection de la navigation, j'ai la partie pare-feu, j'ai la partie mise à jour, contrôle des appareils, durcissement, anti-ransomware avec DataGuard, contrôle des applications. Donc mon EPP,
avec le patch management, il va contribuer au durcissement de mon poste. D'accord. Mon EDR, il est dans une approche complémentaire. Et ce que je disais encore tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, mon EPP, on va dire 2 ans après, enfin bien avant quand même, mais il est capable de reconnaître par le comportement Ragnar Locker. On ne le reconnaît plus uniquement par les TTP. D'accord. Donc ça veut dire que moi, ça me viendrait pas à l'idée aujourd'hui de ne pas fermer ma porte et de ne pas, comment dire, fermer ma porte et mes volets quand je m'absente et de miser tout sur mon alarme. D'accord. Imaginons que voilà, c'est juste ça. Et ben, le constat entre le PP et le DR, c'est exactement le même. Faut pas se dire. Alors aujourd'hui, on a des concurrents, on va pas les citer, mais on a des concurrents qui se positionnent là-dessus. Et imaginons que moi, mon vendeur d'alarme, s'il m'avait dit, non, mais de toute façon, vous n'avez pas de verrou. Vous n'avez pas, Monsieur Courtemanche, vous n'avez pas de verrou chez vous. Vous n'avez pas de volet. Mais grâce à mon alarme miracle et mon système de gardiennage, vous n'en avez pas besoin. J'aurais regardé avec des gros yeux, faire un petit sourire. Et ben en fait aujourd'hui, moi j'ai des clients des fois qui me disent bah ouais mais on m'a dit que j'avais pas besoin de PP. Je pouvais le retirer parce que j'avais on va dire une assurance vie qui s'appelait le DR. Bah en fait en réalité si vous regardez l'offre de la personne qui vous a donné ça, peut-être qu'ils n'ont pas le patch management, peut-être qu'ils n'ont pas la gestion, le device control, peut-être qu'ils n'ont pas contrôle des applications, peut-être qu'ils n'ont pas. Et en fait, derrière, c'est une solution. Mon vendeur d'alarme aurait été dans un certain confort de me dire que j'avais pas besoin de PP. Donc, il faut se méfier de cette approche-là. La cybersécurité, on est dans une approche de durcissement. On est donc vous avez une stratégie antivirus en place. Aujourd'hui, on sait que un antivirus ne peut pas tout. Voilà, ce qu'on a abordé tout à l'heure avec Nicolas, avec les attaques ciblées. On ne peut pas contrer quelqu'un qui nous aurait volé un compte ou quelque chose comme ça. Donc le DR, c'est une approche complémentaire. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est antagoniste, c'est pas un EPP ou un EDR. Ok, ça répond à la question, Lionel, pour toi? Ouais, je pense. En tout cas, moi, j'ai compris. Ça m'arrange. Concrètement, maintenant, on va parler de notre produit parce que nous, si on parle aujourd'hui d'EDR, c'est pas uniquement pour faire, on va dire, une étude, on va dire, du marché, c'est surtout parce que on a des clients qui sont des clients PSB. Alors c'est vrai pour Business Suite aujourd'hui, mais je vais plutôt mettre le projecteur sur l'aspect PSB. On a des clients qui sont des clients PSB, Computer Protection ou Server Protection, et qui potentiellement voudraient passer à RDR. Donc rajouter PSB plus RDR ou EPP plus RDR. En fait, c'est excessivement simple de faire ça, et je vais vous le montrer en live dans quelques secondes. C'est excessivement simple de faire ça parce qu'en fait, l'EDR, il va capter de la télémétrie, capter des événements sur les endpoints. Donc ça veut dire que vous avez déjà un agent F-Secure en place. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'intrinsèquement, l'agent que vous avez, Computer Protection, Server Protection ou Client Security, Server Security pour Business Suite, intrinsèquement, il sait déjà faire de l'EDR. Il sait déjà faire du RDR. En fait, en réalité, ce qu'on va faire, c'est juste ouvrir la fonctionnalité. Concrètement, on va démarrer un service. Et ce service-là, c'est lui qui va collecter la télémétrie. Donc, il faut imaginer que c'est tel un robinet qu'on ouvrirait. Ce robinet va remonter la télémétrie à F-Secure et elle va rentrer dans notre système qui s'appelle Broad Context Detection, qui est un système, on va dire, nourri au machine learning et à l'intelligence artificielle et qui va faire tout un travail, le travail d'analyse que je montrais tout à l'heure avec mon mapping, et c'est lui qui va peser et corréler les événements. Donc c'est excessivement simple de passer du coup d'activer RDR sur un parc. Et on verra après un peu plus à droite qu'il est excessivement simple à exploiter. Alors c'est excessivement simple à exploiter pour une simple et bonne raison, c'est que personne mieux que vous ne connaît votre parc. Donc ça veut dire que concrètement, si demain vous aviez, je sais pas moi, un PC de la compta ou un PC je ne sais où qui se mettait à avoir du VirtualBox avec une Windows XP qui tournait, globalement, très rapidement, vous êtes vous capable d'arbitrer que c'est pas quelque chose qui est normal pour votre IT ou pour votre client. Donc ça, c'est facile à arbitrer.
la connaissance de votre IT et la vulgarisation, entre guillemets, le niveau d'abstraction que va vous apporter RDR, va vous rendre le travail beaucoup plus simple que si vous deviez analyser vous-même en termes de TTP avec ce que je vous ai montré sur le Mitre tout à l'heure. C'est beaucoup trop compliqué pour vous. Et globalement, on a toujours la capacité, c'est pour ça que tout à l'heure Lionel parlait d'un mode hybride, c'est qu'on a toujours la capacité de faire l'appel à un ami, alors dans le cas présent l'ami s'appelle F-Secure, et de se dire, bah moi, cette détection, on verra tout à l'heure quoi consiste une détection, mais là, ce qu'on me montre, bah, c'est pas VirtualBox ou c'est un peu complexe et de ça, bah, je veux me rassurer et je veux faire une escalade et donc une élévation, comme un ticket de support, hein, que quand vous avez, vous, un ticket de support qui arrive à votre niveau 1, qui est escaladé par exemple à un niveau 2, bah, je vais faire appel à des experts en thread hunting F-Secure pour m'aider à analyser et faire les bons choix. Donc, on est, en fait, ce qu'il faut comprendre avec RDR, c'est qu'on n'est jamais seul. Donc si je vous montre maintenant, donc j'ai une machine, moi, hop là, j'ai une machine ici qui va s'appeler la JCDC01. Elle est sur mon PSB. Vous avez peut-être déjà remarqué que sur PSB, il y a une colonne qui s'appelle Rapid Detection and Response. Là, j'ai des machines qui sont actives. C'est pas très propre, mais c'est une compagnie de mon collègue Lionel, donc il me l'a gentiment prêté aujourd'hui. J'ai une machine qui s'appelle JCDC01 qui ici, qui est vide, on va dire, dans la colonne RDR. Son RDR n'est pas actif. Je vais ouvrir cette VM, changer l'écran, hop, hop là. Donc si je vais sur ma machine, c'est peut-être un peu petit, je vais mettre en plein écran. Si je peux mettre en plein écran, Your computer is protected. Donc là, j'ai F-Secure Server Protection 21.2 avec des modules qui sont actifs. Et si je regarde mes services et que je trie par F-Secure, je vais voir que j'ai mes services classiques ultralight qui sont présents. Et je vais juste faire quelque chose sur mon portail PSB. C'est là que je vous dis que c'est excessivement simple. Je vais prendre ma machine et je vais changer son abonnement pour lui mettre un abonnement qui contient RDR. Donc ça va être un abonnement Server Protection plus RDR. Je vais modifier ma machine, confirmer. Hop. Alors ma machine elle est partie dans cette société-là. Et donc elle est arrivée ici. Et on va reprendre la main sur la VM. Et comme je suis quelqu'un de pressé, je vais juste demander à ma VM de communiquer. Et en fait, ma VM, on voit qu'elle est en train de télécharger quelque chose. Elle download là d'un seul coup. Et en fait, ce qu'elle est en train de télécharger, c'est une base qui s'appelle la base Sensor. Donc c'est la première chose qu'elle va télécharger. Elle télécharge une base qui va lui permettre, on va dire, voilà, Sensor 64 bits. Elle n'est pas encore installée, cette base. Et cette base-là va apprendre, on va dire, à ma machine à faire du RDR. Et une fois que ma base sera téléchargée et installée, et ben en fait, ma machine, elle va activer mon service. Voilà, ma base est installée. Mon RDR va s'activer. On voit ici que j'ai un nouveau service qui est apparu, FS ATPS, c'est mon sensor. Et si donc je là, tu es directement en live, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de redémarrage. Il n'y a pas de redémarrage, c'est directement live, sans filer. J'aime la mise en danger, Nicolas. Et en fait, là, ma machine, elle s'appelle Server Protection Premium et Rapid Detection and Response 21.2. Et je vois que j'ai un nouveau module. Alors pour l'instant, mon device sensor n'est pas 100% provisionné, mais il va passer au vert tout seul. J'ai pas besoin de redémarrer. Il faut juste qu'il prenne le temps de démarrer, collecter. Il a sa première initialisation à faire. Mais le service, il est là, il est up. Et donc ma machine, elle va commencer à reporter en fait dans. Bah là, on voit qu'il est actif, il est monté. Donc ça veut dire que ma machine maintenant. Et en termes de configuration du réseau, il y a des paramétrages à faire, il y a des ports à ouvrir. En fait, globalement, si vous avez déjà du PSB en place, l'utilisation, elle va être transparente pour vous parce que concrètement, on va utiliser le même flux et que le PSB. Donc il n'y a pas de complexité, autour de ça. Et si on parle alors ça, ce slide, je vais le passer, mais si on parle en termes de volume aussi, parce que c'est aussi des fois une inquiétude, on se dit, vous allez remonter de la télémétrie, ça va être potentiellement bavard. En fait, en réalité,
on parle uniquement d'une dizaine de mégas par machine par semaine. Donc, alors, grosso modo, au fil de l'eau, il faut imaginer que je vais envoyer 1 méga 2 par jour, en fait. Donc, c'est vraiment optimisé pour pas que ça soit excessivement bruyant sur votre réseau. Et globalement, on va collecter 500 millions d'événements sur un parc là, de 325 capteurs, on va collecter 500 millions d'événements. Et on va, nous, les trier en événements suspects, c'est-à-dire des événements utiles qu'on va être capable de corréler. C'est-à-dire que tout n'est, je sais pas moi, si imaginons que vous avez ouvert tel ou tel logiciel de compta, c'est pas forcément un événement de sécurité qui va nous intéresser. Et nous, une fois qu'on aura ces événements de sécurité, on va les broad context detection, on va les mettre typiquement en contexte, les ordonnancer. Et vous allez vous retrouver, vous, à devoir potentiellement sur un mois juste arbitrer, et après on reparlera après de la réponse automatique sur un prochain meeting, juste arbitrer cette menace avérée. Alors maintenant, l'idée, c'est de vous montrer ce que j'ai fait en démo pour terminer cette session. Ah, c'est 3 minutes, ouais. Ouais. Globalement, alors moi je ne manipule pas de malware, donc je suis parti uniquement sur, j'ai demandé à mon lab de me dire, bah, donne-moi un morceau de Ragnar Locker, et ce morceau de Ragnar Locker, ils ont un install.bat, donc quand ils ont livré entre guillemets leur package, ils ont un install.bat qui va faire juste l'enregistrement de la VirtualBox, donc avec quelques clés de registre, comment dire, clés de registre, drivers, des choses comme ça. Ils vérifient qu'ils ont, je pense qu'ils font une énumération des disques de la machine, ils lancent la VirtualBox sur la machine. D'accord? Donc ça, c'est juste ce que j'ai fait. Donc vraiment, ce que j'ai exécuté moi, c'est juste un petit morceau, on va dire, de mon attaque. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la livraison, la compromission, l'exfiltration. Je me suis mis juste à un morceau où vraiment, on voit, il n'y a pas du tout de code malveillant et je suis focalisé sur ma VirtualBox. Je vois que j'ai ma machine qui s'appelle JC Windows 3. Elle a un risque qui est élevé ici. Allons voir côté RDR ce qui s'y trame. Généralement, c'est le moment où on me demande de me reloguer. Voilà, je vais arriver sur ma détection. Là, je suis sur ma console RDR. Je vais le mettre dans ma bonne société. Hop. Donc là, je suis sur ma console et je vois que j'ai un risque sur ma machine ici. Et c'est pas ce que je voulais vous montrer. Je pense qu'il va falloir que je me relogue. Ça aurait été trop simple. On n'avait pas eu d'effet démo pour l'instant, c'est ça? C'est ça, il en fallait un. Il en fallait un, donc c'est moi. Donc C'est aujourd'hui, pour effet toi. démo. Je vais me reloguer. Bon, j'ai prévu le coup. J'ai le slide après au cas où. Mais j'aimerais bien vous montrer mon portail RDR quand même. C'était à peu près toute la logique de ma présentation. Donc je vais aller sur ma démo. Et j'ai un problème d'autorisation. Alors c'est un environnement de test. C'est tout le principe de l'environnement de test. Donc je ne sais pas pourquoi je ne peux pas vous montrer ma démo. T'as droit à ton slide de secours, du coup. J'ai le droit à mon slide de secours. En fait, hop là, je vais fermer ça. Mon slide de secours, concrètement, je vais vous montrer une mise en contexte. Je vais voir par exemple là, j'ai un cas concret, c'est une brute force password attaque. C'est-à-dire que je vais voir en tant que tel, par exemple, si j'avais eu une attaque sur mon infrastructure, par exemple, on a essayé de me compromettre un compte, bah, j'aurais pu avoir une brute force attaque qui soit arrivée et ça laisserait des traces et mon EDR tout seul, une erreur de login, tout seul, ça n'a aucune valeur. Par contre, plusieurs erreurs de login qui viennent potentiellement sur un temps assez long du même endroit, bah là, globalement, ça nécessite que je m'y intéresse. Donc là, c'est vraiment le principe, c'est je vais récupérer des événements qui unitairement, je vais dire, n'ont pas de valeur en tant que tel. Par contre, mis en contexte, mis en musique, on va dire ça comme ça, eux, ils ont tout un intérêt et ils vont me mettre en avant le fait que plusieurs tentatives d'attaque sur ce compte-là, c'est potentiellement quelque chose de dangereux.
Donc voilà le principe. J'aurais pu, je suis un petit peu embêté de pas vous la montrer, mais grosso modo, on aurait pu voir que sur ma, comment dire, sur ma démo, Ragnar Locker, on aurait pu voir que potentiellement VirtualBox, on m'aurait dit VirtualBox dans le contexte d'utilisation actuel, et c'est pas quelque chose de cohérent. Donc c'est tout l'idée en fait, c'est de vous donner de la visibilité sur des choses qui se passent sur votre parc. Ok, Ok, merci. je suis désolé, j'ai pas l'écran. Il en faut forcément avoir cet effet Là, démo. voilà, j'ai une autre mise en application, par exemple, typiquement, là, je vois du Mimikatz qui s'est exécuté. En fait, vraiment, l'idée, c'est de voir tout l'enchaînement de ce qui s'est passé et que ça soit pondéré et vulgarisé pour quelqu'un qui n'est pas un expert en cybersécurité. Voilà, ça c'est un point qui est hyper important. Et c'est peut-être ce qui fait un peu notre ADN, c'est qu'on a toujours fait nos solutions pour qu'elles soient simples en administration. C'est pareil pour le DR. On pourrait vous sortir uniquement les événements bruts. Là, on essaie de vous mâcher au maximum le travail. Et en gros, vous allez avoir quelques détections pour une centaine de postes. On va parler de deux, trois détections par mois à traiter. Parce qu'on va vous demander de traiter que les élevés, que les critiques. Les médiums, on va pas vous demander de les traiter parce que ça sera potentiellement du faux positif ou alors des événements qui sont pas suffisamment, on n'a pas suffisamment de suspicion pour vous les mettre en évidence. Mais on les garde en monitoring et on sait jamais si demain, enfin si quelques minutes après, il y a une autre commande qui fait suite à cet événement médium. Dans ces cas-là, on va élever cet incident. Donc voilà, tout ce travail-là, c'est vraiment un des plus gros focus que l'on a, c'est d'arriver à vous présenter les informations les plus sainement possibles, qui vont être digestes. Et si jamais vous n'avez pas la compétence à ce moment-là, le temps à ce moment-là, vous avez toujours la possibilité d'escalader chez nous avec des tickets d'élévation. Donc voilà pour la session d'aujourd'hui. Alors j'ai essayé de préparer un questionnaire pour recueillir un peu vos commentaires. Donc je vais vous le diffuser juste après ce webinaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ça. N'hésitez pas à nous faire des commentaires pour voilà, nous remonter les idées que vous pourriez avoir, les suggestions. Donc, je pense que là, ça devrait être hop, dispo. Non, je vais pas pouvoir. Donc, pour nous remonter vos questions ou autres, n'hésitez pas à nous envoyer vos propres vos commentaires, vos questions. Je vais partager juste mon slide de fin. Rendez-vous donc tous les premiers jeudis du mois. Prochain rendez-vous, c'est le jeudi 1er avril, même heure, même endroit, avec les mêmes personnes, ou peut-être en tout cas la même équipe. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, presales-fr@f-secure.com. Et puis si vous voulez mettre dans vos plannings la session du 6 mai et du 3 juin, c'est le bienvenu aussi. On vous mettra également l'agenda de la prochaine session, probablement dans l'invitation. Donc voilà. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Bonne journée. Merci.